le Canada abrite 10% des forêts de la planète. Il détient également le quart des forêts quasi intactes restantes. Pendant longtemps, il a été le premier exportateur de bois pour la pâte à papier. Annuellement, c'est 1 million d'hectares de forêts qui sont soumises aux coupes rases et on estime que près d'1/5 des forêts intactes restantes sont directement menacées par les coupes, l'exploitation minière et autres activités humaines. Le changement climatique, l'industrie du bois et l'énorme potentiel de ressources pétrolières et minières menacent les écosystèmes forestiers de ce pays qui regorge de vie. Après 900 km de route, j'atteins une vallée qui se jette dans un fjord. C'est la vallée de Bella-Coola où vit depuis des millénaires le peuple Nuuk. How can you buy or sell the sky, the warmth of the land? The idea is strange to us. If we do not own the freshness of the air and the sparkle of the water, how can you buy them? Every part of this earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every clearing and humming insect is holy in the memory and experience of my people. The sap which courses through the trees carries the memories of the red man. The white man's dead forgot the country of their birth when they go to walk among the stars. Our dead never forgot this beautiful earth, for it is the mother of the red man. We are part of the earth and it is part of us. The perfumed flowers are our sisters, the deer, the horse, the great eagle. These are our brothers. The rocky crests, the juices in the meadows, the body heat of the pony, and man, all belong to the same family. Achulanapsio, now humdimut, surikusiu, now was you way. Avant l'épidémie qui a sévi, il y avait 10 000 Nuuk ici, et même plus, qui vivaient dans la vallée, sur toutes les côtes, et à King Island, près des cascades, et sur le Dean Channel. Nous ne savons pas combien nous étions. Entre les petits et les grands villages, tous mis ensemble, 10 000 personnes, en tout, au moins. Il n'y a que 3 000 personnes qui ont survécu à l'épidémie, sur au moins 10 000. Et peut-être aujourd'hui, nous sommes 2 ou 3 000. Les messagers cheminaient fièrement. Ils appelaient les gens dans toutes les directions pour être spectateurs de la danse des Kusiu. Les Kusiu étaient une société secrète de danseurs masqués. Personne ne savait qui était derrière les masques. C'était leur secret. On ne voyait jamais de masque nulle part, seulement lorsque les danseurs évoluaient, dans les potlatches.
Il fut un temps où participer à un potlatch était interdit par la loi. Les gens pouvaient être mis en prison pendant 30, 60 ou 90 jours parce qu'ils avaient participé à cette cérémonie. Mais aujourd'hui, cette interdiction a été levée et il y en a beaucoup qui se font. Une des bonnes choses des musées, c'est les photos de ces masques. Et ce n'est pas juste un cliché, une seule photo, mais plusieurs qui ont permis de les refaire à l'identique. Maintenant, elles sont protégées. C'est une partie de notre histoire, de notre changement. Septembre et l'automne colorent la forêt du Grand Ours. Je décide, avant le froid, de parcourir une infime partie de ces vastes montagnes et de m'immerger dans ce monde sauvage. La région forestière côtière, située en Colombie-Britannique, est l'une des dernières régions ombrophiles tempérées au monde. Elle couvrait la majorité du territoire de l'Ouest canadien. On dit que ces forêts comptent parmi les systèmes les plus complexes et dynamiques au monde. Elles sont un refuge pour une diversité extraordinaire de plantes, d'animaux et de micro-organismes. Caribous, ours noirs, grizzlies, loups et cougars se partagent ce vaste territoire. Pendant les 2 jours qui suivent, une pluie diluvienne s'abat sur les montagnes, gonflant les rivières qui se transforment alors rapidement en torrents dévastateurs. Tout est sans dessus. La force de l'eau est impressionnante. Au milieu de ce chaos et pendant 3 jours, je tenterai en vain de regagner la vallée. Au détour d'un chemin, la rencontre avec une femelle grizzly marquera à jamais ma mémoire. Repéré enfin par hélicoptère, les secours viendront me délivrer de la furie des eaux. Dans la vallée, les dégâts sont considérables.
Les infrastructures ont été balayées. Le village de Bella Coola est coupé du monde pendant plus de 2 semaines. Le rôle des rangers n'est pas seulement de chercher les randonneurs égarés. Ils ont une fonction de protection de l'environnement et des milieux sensibles. Nous sommes là aujourd'hui pour observer et pour savoir s'il y a à cet endroit un potentiel pour abriter des ours qui ont l'habitude d'utiliser les estuaires. En observant, on va déterminer quel niveau, quel degré de territoire on se trouve et pour inspecter la cabane qui fait partie de la zone protégée. Elle aura pour office de loger les nouveaux rangers qui viendront étudier la zone. Yeah, so it depends on what the values, what the escapement level is, what they call the escapement. So the escapement means Cela dépend de la valeur de l'habitat, si les saumons peuvent d'une manière naturelle ou non redescendre dans l'océan et revenir pondre, suivant les prédateurs ou les obstacles comme la pêche, et cela correspond au nombre d'ours qui peuvent habiter ici. Nous avons 6 degrés de protection. Le numéro 1 définit une zone de très bonne qualité et la numéro 6 mauvaise ou inexistante. Un estuaire comme celui-là est probablement de degré 1 ou 2. On est dans un habitat de haute valeur. C'est un bon endroit pour la protection. À cet endroit, il peut y avoir 10 ou 15 ours, grand maximum. S'il y avait beaucoup d'ours, on trouverait des marques partout sur cet arbre. Ils ont l'habitude de marquer leur territoire en se frottant le dos sur le tronc, comme ça. Parfois, ils se retournent et le mordent, ou alors ils s'accrochent à l'arbre et se frottent. Seulement, ici, ce n'est pas trop poli et il n'y a pas trop de marques sur l'arbre. Il y a juste ce mince passage qui passe par ici, il n'est pas très bien formé. La crue de la Bella Coola est une vraie catastrophe pour ce qui est de la ressource alimentaire des ours et autres carnivores. Faute de nourriture et devant faire des réserves de graisse pour l'hiver, ils s'attaquent aisément aux poulaillers et jardins, chiens ou chats. Mais l'approche des hommes leur est fatale. L'hiver s'installe dans la vallée et les montagnes se couvrent d'un épais manteau de neige. C'est plus au nord, en Alaska, que commence cette vaste forêt côtière qu'est la Rainforest. Je remonte alors en ferry, longeant la côte et suivant un étroit labyrinthe composé de plusieurs centaines d'îles, j'aborde celle de Baranof et la ville de Sitka. Ici commence la vaste forêt des Tungas.
19e siècle, l'Alaska était occupé par les Russes. Sitka en a été la capitale. Le commerce des fourrures était la principale ressource du pays. Malgré une résistance acharnée pour garder leur territoire, les Tlingits furent dépossédés. Racheté par les Américains, l'Alaska se tourne vers l'exploitation forestière qui supplante les fourrures. Nous sommes à Sitka, Alaska, qui est sur l'île de Baranof, et nous sommes au milieu de la limite de partage des eaux de Kashtachin, au milieu de la forêt tempérée pluvieuse. La plupart des arbres autour de nous sont des épicéas de Sitka, des thuyas et aussi des aulnes. Il y a aussi beaucoup de baies et de plantes dans cette forêt. Je travaille pour la Sitka Conservation Society. Je suis le directeur de cette organisation. C'est une organisation locale qui travaille pour protéger la forêt et l'environnement naturel et qui est en charge pour faire de Sitka une communauté socialement et économiquement durable. La forêt des Tongass est la plus large forêt protégée des USA. Elle fait environ 4,5 millions d'hectares. C'est le plus grand parc naturel et il est 3 à 4 fois plus vaste que tous les autres. Je travaille pour la Rainforest Campaign. La Rainforest Campaign est une coalition entre 12 organisations qui sont toutes impliquées dans la préservation de la forêt côtière tempérée humide en Alaska. Et la forêt des Tongass est la plus importante de toutes. Nous sommes ici à côté d'une assez grosse rivière pour l'île de Baranof. C'est une rivière où le saumon revient chaque année pour pondre. Il y a 3 différentes espèces de saumon et 3 espèces de truites aussi. Les saumons sont probablement nés maintenant et grossissent dans les pierres de cette rivière. Ils seront prêts à retourner à l'océan dès le printemps. Les adultes, quant à eux, reviendront à partir de l'été. Cette organisation existe depuis 40 ans, depuis 1967. Elle a été créée lorsqu'un groupe de citoyens a été alarmé par les nombreuses coupes rases effectuées autour de Sitka. La forêt était exploitée pour en faire une pulpe, une pâte qui sert à la confection du papier et qui était exportée au Japon. La plus grosse usine de pâte à papier dans les Tongass était ici, à Sitka. C'était le plus gros employeur de la région. L'usine embauchait 400 personnes. C'était un point significatif de notre économie pour une petite ville comme Sitka qui comptait 9000 habitants. Lorsque le gouvernement a proposé de protéger cet endroit et d'arrêter l'exploitation forestière, vous pouvez imaginer l'impact de cette décision sur l'économie. Et il y a eu beaucoup de conflits. Nous avons eu immédiatement des changements du fait de la fermeture de l'usine. Je ne sais pas si vous avez déjà été autour de ce genre d'usine, mais elle génère énormément de pollution, autant dans l'eau que dans l'air. On avait ces 2 problèmes à Sitka. Pendant des jours, dans la baie, l'eau était marron ou rouge. L'air était toujours vicié, ça sentait l'usine de pâte. Il y avait comme un brouillard dans les airs. Immédiatement, après la fermeture de l'usine, ces 2 problèmes ont changé radicalement. Et on a retrouvé une meilleure qualité de l'air et de l'eau. Mon organisation a été créée pour dire « Nous voulons une partie de la forêt qui ne soit pas exploitée. Nous voulons qu'elle soit désignée comme un endroit sauvage. » Aujourd'hui, le travail que nous faisons, c'est d'essayer de faire qu'une communauté comme Sitka, en Alaska, ou sur les îles de la côte, puisse vivre avec cet environnement exceptionnel, de le protéger pour que la vie sauvage puisse continuer à vivre, que le saumon puisse revenir tous les ans, et avoir une belle forêt comme ça, et penser à utiliser la ressource, et maintenir cet environnement pour les générations futures. For the local area, that was the most immediate change from the pulp mill closing.
Pour l'environnement local, il y a eu un changement radical et immédiat lorsque l'usine a fermé. Pour la forêt, c'est autre chose, surtout dans les zones de coupe rase, et cela prendra plusieurs décennies avant de voir un changement et de ne plus différencier les zones exploitées ou non. Les arbres ici poussent très lentement, et il faudra attendre au moins 100 ans avant de retrouver un habitat approprié à la vie sauvage, là où il y a eu des coupes rases. I think probably, I mean, at least for my family, I know we do a lot more fishing than we do hunting. Je crois que nous pêchons plus que nous chassons dans ma famille, mais les deux ressources sont utilisées dans un niveau de subsistance. C'est notre manière de vivre, plus pour la famille et non pas forcément pour en faire un revenu. Getting it for the family, not necessarily for capital gain or anything. Southeast Alaska, you get the deer. Au sud-est de l'Alaska, on trouve des cerfs, des ours, des baies et des saumons. Ça n'a pas beaucoup changé en termes d'utilisation de la ressource. Année après année, ça a toujours été à peu près la même chose. Je pense qu'il y a eu un bon travail en ce qui concerne la gestion de la ressource. Il y a des groupes de natifs ailleurs, propriétaires de leurs terres, par exemple sur l'île du Prince de Galles. Il y a eu beaucoup d'exploitation par là, parce qu'ils ont vendu leurs terres aux compagnies forestières. Mais ce n'est pas le cas sur l'île de Sitka. Il y a beaucoup de problèmes entre les pêcheurs en Alaska ici et les pêcheurs canadiens en Colombie-Britannique à cause du king salmon. Les bancs de saumon se retrouvent au nord et au sud. Ça génère beaucoup de conflits et ça risque de continuer tant que la ressource est là. Je pense que l'attitude des USA est axée plus sur le profit que sur l'environnement. La langue est morte. Il n'y a plus qu'environ 170 personnes qui parlent couramment la langue dans tout le sud-est de l'Alaska. J'ai un père âgé maintenant qui a honte. Il a eu honte pendant des années. Il n'a pas voulu m'apprendre la culture, la musique ni la langue, parce qu'il n'a pas cru qu'il y avait un avenir en moi dans cette voie. Pourtant, cette connaissance est importante, et je pense que cela revient petit à petit. On peut voir de plus en plus la langue reparlée dans les écoles. Et j'espère que oui, ça revient.
Je fais moi-même mes propres outils traditionnels. Ils sont de meilleure qualité pour mon travail. Le manche est fait à partir d'une branche d'érable. Le fer vient, lui, d'une lame de scierie. Ma génération a été mise de côté. Par exemple, ma grand-mère n'a pas voulu apprendre à mes parents la langue et les autres choses, parce qu'elle ne voulait pas qu'ils soient montrés du doigt, d'être traités comme des sauvages, comme elle le fut quand elle a grandi. Mais aujourd'hui, les gens s'efforcent à faire en sorte que leurs enfants apprennent la culture. J'aimerais qu'il y ait au moins une option pour chaque enfant natif qui est dans le système scolaire, pour qu'il puisse apprendre sa culture, d'où il vient, où sont ses ancêtres, et leur donner un sens à eux-mêmes en termes d'appartenance. Sinon, ils n'ont pas de place. Ils ne se sentent pas appartenir à un groupe. J'en parle en connaissance de cause. J'ai été obligé d'obtenir les informations par moi-même. On ne me les a pas apprises. On ne m'a pas parlé de la bataille ici, en 1802. On ne m'a pas parlé du christianisme. J'ai tout appris par moi-même. Mais je n'en veux pas à mon père, parce que je pense que cela dépend des personnes. Mais je pense aussi que beaucoup de gens peuvent devenir meilleurs quand ils apprennent leur histoire. L'hiver s'efface pour laisser la place au printemps. Pour moi, il est temps de reprendre la route. En chemin, les rencontres avec d'autres cyclotouristes se font nombreuses. La côte d'Amérique du Nord est très prisée. Descendant par l'île de Vancouver, je longe l'océan et traverse tout au long de ma route ce que fut jadis la continuité de la Rainforest. Entre l'Oregon et la Californie demeure l'un des derniers sanctuaires des géants de la Terre. À la limite sud de la Rainforest, la Redwood Forest est la dernière représentante des forêts d'il y a très très longtemps. Que reste-t-il aujourd'hui de cette immense forêt du fait de la pression croissante qu'a exercée l'humanité sur cet environnement ? C'est beau, hein? Oh là 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 là! Grandiose! Bienvenue dans la Redwood Forest, la forêt séquoiagée. The inquiry about the redwoods,
Ce qui est incroyable dans cette forêt, c'est son histoire. Les séquoias sont de très anciens arbres. Ils sont de l'époque du Mésozoïque, contemporain des dinosaures. Leur distribution était la plupart du temps sauvage et aléatoire. À cette époque, cette forêt devait dominer. Ce qu'il s'est passé, c'est que le monde change d'un point de vue géologique. Leur habitat aussi, et la distribution de la forêt de séquoia a changé. Maintenant, on trouve un habitat très limité qui se trouve juste au nord de la Californie. Leur habitat est côtier. Cela veut dire que les séquoias dépendent du brouillard côtier qui sévit, de Washington jusqu'à la baie de San Francisco. Ce qu'il y a de commun sur ces côtes, c'est le brouillard pendant l'été qui sévit, et bien sûr, durant l'hiver, on a une période de saison pluvieuse. C'est pourquoi le brouillard côtier est très important. Et si vous allez un peu plus au nord, en vous promenant aux sources des rivières, il suffit de faire 20 ou 30 km pour sentir la transition avec les Douglas et les chênes, et l'on voit que l'influence de la côte joue un rôle très important pour les séquoias. Il y a deux différents types de séquoias en Californie. Il y a les sempervirens qui sont sur la côte et il y a le gigandea qui vit dans la Sierra Nevada beaucoup plus à l'est. Là-bas, ils sont les plus larges au monde et les séquoias de la côte sont les plus hauts. Ils représentent les deux extrêmes de l'espèce, les plus hauts et les plus larges. Les arbres sont probablement les mêmes qu'il y a des millénaires. Ils ont trouvé un processus remarquable dans leur métabolisme. Alors oui, on peut dire que nous sommes dans une forêt primaire, dans le sens processus. Bien sûr, il n'y a plus autant de forêts qu'avant, mais ça c'est une autre histoire. Leur habitat a été bouleversé par le passé à cause de l'exploitation intensive. La plupart de la forêt a disparu et il n'y a plus aujourd'hui que 5% de cette forêt originelle. Une grande majorité de cette surface est protégée à l'heure actuelle, dans les parcs nationaux et régionaux et aussi par des propriétaires privés. Il y a certaines zones qui étaient des forêts primaires qui ont été ou qui continuent d'être exploitées. Mais maintenant, il y a des lois sur l'environnement, comme par exemple pour prévenir contre l'érosion des sols. On reçoit ici beaucoup de précipitations durant l'hiver et il y a énormément d'érosion. On peut voir la dégradation de leur habitat ainsi. Le réchauffement climatique a un impact aussi car ils dépendent des brouillards. Et si le climat se réchauffe, on pourra commencer à voir la dégradation de cette forêt actuelle. Les arbres stressent parce qu'ils n'ont plus le même taux d'humidité. Le brouillard vient de moins en moins durant l'été et l'hiver, il y a de moins en moins de précipitations. Ces deux questions sont importantes en ce qui concerne leur futur.
Il est clair que trop d'influence humaine pose un réel problème. Malheureusement, les gens deviennent trop nombreux dans certains endroits de la forêt. Le fait de randonner compacte les sols, endommageant les racines de surface. Marcher dans les plantes autour, ça reste un problème. L'aménagement des sentiers pédestres qui parcourent la forêt entraîne certainement un impact. Protection rime avec information. Mais l'afflux des touristes et les infrastructures qui vont avec déséquilibrent ce véritable témoin du passé. Entre réchauffement climatique et impact touristique, que restera-t-il de la forêt de séquoia dans les décennies à venir? La rainforest, comme toutes les forêts primaires, est fragile. Est-ce que l'humanité est capable de comprendre leur nécessité vitale, leur rôle pour la planète, et enfin prendre des mesures concrètes pour préserver ces derniers écosystèmes uniques au monde? Hope it